Bonjour et bienvenue à notre troisième volet sur le traitement des tours de refroidissement. Je vous rappelle, comme d'habitude, je suis en compagnie de José, mon ami José, qui est là pour prendre vos questions, vos commentaires qu'on vous invite à poser pendant la discussion. Puis également, quelqu'un qui est toujours en arrière, qu'on ne voit jamais, toujours dans l'ombre, Alain, qui est le réalisateur, producteur, caméraman et toutes les tâches connexes qui vont avec ça. Donc, revenons à notre sujet, le traitement d'eau. Vous savez, le traitement d'eau d'une tour de refroidissement, ça repose sur trois piliers principaux. C'est la gestion mécanique, c'est la gestion chimique, la gestion microbiologique. Quand on parle de la mécanique, c'est quelque chose qui est visible, qui est mesurable. C'est facile à vérifier. On parle des circulations, on parle des bras morts, on parle de la filtration. Quand on parle de la chimie, la maîtrise de la chimie ou la gestion de la chimie de l'eau, encore là, la chimie, c'est prévisible. C'est des réactions, c'est des ajouts de produits, donc on contrôle le pH, conductivité, etc. Tout ça, c'est prévisible. Quand on parle de microbiologie, c'est un autre monde. On parle maintenant d'être vivant, de matière vivante. Et une matière vivante a le réflexe de vouloir survivre, donc de développer des résistances, de développer des moyens de survivre à tout ce qu'on va lui mettre comme embûche. De là, le défi d'utiliser les biocides correctement. Donc, pour faire une petite mise en situation, on comprend que la tour de refroidissement, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Alors, la tour de refroidissement, c'est un milieu de culture idéal pour tous les micro-organismes, pour plusieurs raisons. Vous allez comprendre. Premièrement, présence d'eau. Vous savez, l'eau, c'est l'élément essentiel à toute vie. Alors, évidemment, dans une tour de refroidissement, on a l'eau, donc on a le premier critère. Le deuxième, on va parler de la chaleur. La chaleur, c'est un facteur d'amplification. On ne parle pas de chaleur extrême. C'est sûr que si on va très haut en température, on peut tuer des bactéries. Mais quand on parle des températures typiques d'une tour de refroidissement, autour des 30 degrés centigrades, c'est une température idéale au développement des micro-organismes. Troisième facteur, les éléments nutritifs. Les éléments nutritifs, ils proviennent autant de l'eau d'appoint comme de l'air environnant. La tour est à l'extérieur, donc il y a des contaminants de l'extérieur. Et même les produits de traitement peuvent servir de nourriture au niveau des bactéries. Et finalement, on va parler du troisième volet, qui est toutes les accumulations de boue, de débris, de dépôts calcaires, de corrosion. C'est des endroits où les micro-organismes peuvent se loger, peuvent s'accrocher, peuvent se développer, peuvent se multiplier. Donc, ça explique pourquoi une tour de refroidissement, c'est vraiment un endroit privilégié pour le développement des micro-organismes. Maintenant, il y a plusieurs types de micro-organismes qui vont se développer dans une tour de refroidissement. Évidemment, les bactéries, le premier qui nous vient en tête. Les bactéries, on ne les voit pas, mais on peut sentir dans certains cas le biofilm. Donc, les bactéries, c'est un des micro-organismes qui va se développer. Les algues, on a une photo, que vous avez une coloration verte qui se développe au niveau de vos installations. On s'entend que c'est des algues qui sont en train de se développer. Et s'il y a un facteur supplémentaire, c'est le facteur de la photosynthèse, ça prend la luminosité pour que les algues vertes se développent de cette façon-là. Il y a également les moisissures, les champignons. Quand on a une tour qui est construite en bois, les champignons peuvent s'installer, peuvent détruire le bois, donc peuvent avoir une influence. On parle encore de micro-organismes. Et finalement, les protozoaires. Peut-être que le terme vous est familier, parce qu'il est beaucoup plus maintenant qu'on parle de la légionnelle, parce que c'est un animal un petit peu plus gros et c'est un endroit où les micro-organismes vont se multiplier. Donc, c'est un animal plus gros, beaucoup plus difficile à combattre. Donc, dans les images qu'on a là, on a également le limon, qui est, si on est rendu à ce stage-là, on s'entend qu'on a perdu le contrôle. Et quand on parle de moisissure, le bois est attaqué. Et quand vous soulevez le bois, à l'intérieur, c'est noir, c'est mou. Donc, il y a une détérioration du bois qui s'est produite. Donc, tout ça, c'est une petite introduction. Maintenant, si on regarde comment on va procéder dans la discussion d'aujourd'hui, je vais débuter avec les principes de base au niveau de l'utilisation des biocides. Puis après ça, on va tracer le portrait des grandes familles, c'est-à-dire les biocides oxydants, les biocides non oxydants qu'on appelle aussi les organiques, les biodispersants, et finalement, on va s'attarder sur comment on va choisir la sélection, comment on va faire la sélection des biocides selon les besoins. Donc,
allons-y pour le principe de base. Le principe de base, je vous amène dans le principe d'action des différents biocides. Il y a deux types d'actions, si on veut. Premièrement, ça va être une destruction totale de la bactérie. Le biocide va attaquer non seulement la membrane, mais va attaquer ce qu'on appelle le cytoplasme. Okay? Donc, c'est la structure, c'est ce qui remplit la bactérie. Ça va l'attaquer, ça va l'empêcher de respirer et éventuellement, ça va complètement la détruire. On va détruire l'ADN de la bactérie. Donc, pour moi, si je veux faire une analogie, là, quand on parle de biocide oxydant, c'est un lance-flamme. Okay? Quand vous avez brûlé ce qui était à brûler, il ne reste plus rien. Donc, c'est le premier principe d'utilisation ou d'action des biocides. Le deuxième, c'est plus un facteur d'empoisonnement. C'est-à-dire que là, on va mettre en présence un produit qui va empêcher la bactérie de se reproduire, de se nourrir, de respirer. Donc, ça va nuire à son métabolisme et éventuellement, ça va la tuer et ça va l'empêcher de se développer. C'est un mécanisme qui est différent, qui agit d'une façon plus lente, okay, mais qui a une certaine rémanence par rapport au biocide oxydant. Encore une fois, si je fais l'analogie ou une ressemblance, c'est quand on prend les médicaments, pour nous, là, le terme ne veut pas me revenir, ça va me revenir tantôt, il n'y a pas de problème. Donc, quand on parle des types de biocides, les biocides peuvent être très spécifiques ou ils peuvent être plus généraux. Okay? Quand on parle des biocides qui tuent, okay? Le fameux lance-flamme, ça va attaquer à peu près tout ce qui existe, mais dans d'autres cas, on va être beaucoup plus spécifique. Ça va être soit un algicide, soit un bactéricide, soit un fongicide pour les champignons, ou encore on va utiliser des biodispersants. Donc, c'est pas mal les familles de produits qui sont utilisés pour contrôler ou combattre le développement microbiologique. Dans les familles de biocides, il y a deux grandes familles. J'ai mentionné tantôt, il y a les biocides qu'on appelle les oxydants et les biocides organiques ou non-oxydants. Alors, avant d'aller plus loin dans l'explication sur les différents produits et différents biocides, on a une petite question pour vous. Bon, la question du jour aujourd'hui étant... Est-ce que votre programme de traitement inclut l'utilisation d'un biodispersant? Je vous invite à répondre dans le chat. Dans les choix de réponse, on a oui, non, au besoin ou simplement vous ne savez pas. Donc, je répète la question. Est-ce que votre programme de traitement inclut l'utilisation d'un biodispersant? Voilà. Merci, Josée. Puis pendant que Josée parlait, j'ai fouillé dans mon dictionnaire, je parlais d'antibiotiques tantôt. Quand on veut parler d'un genre d'empoisonnement des bactéries, c'est similaire à un antibiotique et avec les conséquences et les mêmes contraintes, si on veut. Donc, la question ou les réponses que vous avez, on y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Maintenant, on va parler plus des types de biocides et comment ils fonctionnent. Première catégorie, les biocides qu'on appelle les oxydants. Vous les connaissez bien. Le premier, le chlore, okay, c'est probablement le biocide le plus connu et le plus répandu. C'est un biocide oxydant, donc il y a une capacité d'oxyder, donc de détruire carrément les cellules des micro-organismes. On pense souvent que le chlore, c'est la formule miracle, mais attention, il y a beaucoup de contraintes au niveau du chlore. Le graphique que vous voyez là, vous voyez qu'il y a comme trois courbes, okay? Donc le Cl2, le HClO et le ClO-. C'est les différentes formes que le chlore va prendre quand c'est en solution dans l'eau selon le pH de la solution. La partie ou la fonction qui est très biocide, c'est ce qu'on appelle le HClO. Donc, si on se réfère au graphique, vous pouvez voir que la courbe du HClO est à son maximum quand on est à un pH à peu près neutre, c'est-à-dire un pH autour de 7 ou dans ces environs-là. Maintenant, si je vous pose la question, c'est quoi le pH dans une tour de refroidissement? Typiquement, ça va se tenir autour de 8,89. Donc, si on regarde sur le graphique, où est-ce que vous vous trouvez? On est au bas de cette courbe-là du HClO, donc la partie qui est la plus désinfectante, et beaucoup en ClO-, qui est beaucoup moins désinfectante. Ce qui veut dire que dans une tour de refroidissement, le chlore, si on ne contrôle pas le pH par l'ajout d'un acide, par exemple, son activité va être fortement réduite. Donc, le chlore, dans les meilleures conditions, a une très bonne activité au niveau des bactéries, beaucoup moins au niveau des algues, beaucoup moins au niveau des champignons.
Donc, c'est assez limité quand même. Mais ça reste que c'est un produit qui a une activité relativement bonne sur les bactéries en général. Un autre facteur qu'il faut considérer, c'est que le chlore est aussi très corrosif. Donc, si on essaie de compenser une faible activité en augmentant le dosage de chlore, bien, la conséquence, c'est qu'on va avoir des phénomènes de corrosion qui vont s'installer et toutes les surfaces métalliques, que ce soit l'acier, même l'acier inoxydable, est très affecté par la présence de chlore. Donc, il y a également un problème de compatibilité avec les produits de traitement. On ne peut pas surdoser du chlore parce que la plupart des traitements chimiques pour empêcher la corrosion ou contrôler les autres phénomènes, donc la déposition des tours de refroidissement, bien, c'est des matières organiques. Et si vous exposez à du chlore, bien, on va avoir une conséquence qu'on va détruire. On va réduire l'efficacité, on va détruire ces éléments-là. Le deuxième biocide oxydant dont je vais vous parler, bien évidemment, c'est le brome. Le brome est assez bien connu également. La particularité, parce que le brome agit à peu près de la même façon que le chlore. La grande différence, c'est que quand on regarde son efficacité au pH d'une tour de refroidissement, il est beaucoup plus dans sa zone de confort. Quand on regarde la partie qui est vraiment désinfectante, c'est HOBR. Et HOBR, vous voyez, son maximum de développement, c'est entre 8 et 9,5, ou entre 6 et 9,5. Alors, quand on sait que la tour de refroidissement se tourne autour d'un pH de 9, bien, on est dans une zone où le brome va être extrêmement efficace. Pour le reste, c'est à peu près similaire, un peu moins corrosif que le chlore, et encore une fois, le contrôle relativement, bien, c'est le même contrôle au point de vue analytique, au point de vue équipement de contrôle, on parle de la même technologie. Je peux difficilement parler de biocide oxydant sans... Bon, ici, je veux seulement comparer. On va comparer les courbes du chlore et du brome en termes d'efficacité. Alors, si vous vous référez au graphique en question et allez vers le pH de 8,8, 8,9, ce que vous pouvez voir, c'est la courbe en bleu, c'est la courbe du HOCl, c'est-à-dire donc l'activité du chlore. Vous pouvez voir que vous êtes très, très faible en termes d'efficacité. Le brome, pour le même pH, bien, on voit qu'il y a un écart important, donc beaucoup plus d'efficacité. C'est sûr que le produit est plus coûteux, mais quand on regarde son application ou son rendement en termes d'application, c'est beaucoup plus efficace. Alors, comme je le mentionnais tantôt, il existe d'autres biocides oxydants. Ça, c'est les deux principaux qu'on a vus, le chlore et le brome. Il y en existe d'autres, mais qui sont beaucoup moins communs parce qu'il y a des contraintes. Le premier, on parle du dioxyde de chlore. Le dioxyde de chlore, c'est un gaz qu'on va injecter dans l'eau et c'est un gaz qui est excessivement efficace. Il est efficace contre les biofilms, il est efficace contre les bactéries, il est efficace contre à peu près tous les micro-organismes et beaucoup moins corrosif que les autres. On pourrait dire, allons-y, mais la problématique, c'est que le dioxyde de chlore se produit sur site, ça prend un équipement et on utilise des précurseurs qui peuvent être extrêmement toxiques. Donc, on parle de chlorite. Alors, si on le met en contact avec un acide, on développe un gaz qui est hautement toxique, ce qui restreint beaucoup l'utilisation de cette technologie-là. Deuxième technologie, l'ozone. Peut-être que vous en avez entendu parler, vous avez peut-être vu en action. L'ozone, c'est un autre gaz extrêmement puissant du point de vue biocide. Mais encore une fois, ça prend un équipement, ce qui n'est quand même pas trop problématique. Mais l'ozone est extrêmement agressif en termes d'oxydant, ce qui veut dire qu'il va corroder l'ensemble des surfaces. Ça veut dire, bien, on va compenser par l'inhibiteur de corrosion. Problématique, c'est que les inhibiteurs de corrosion sont organiques et avec un oxydant de cette force-là, on va détruire. Donc, il n'y a pas beaucoup, ou pour ne pas dire, il n'y a pas de traitement qui peuvent être utilisés en présence d'ozone, ce qui fait que les problèmes de corrosion deviennent extrêmement importants. Alors, ce qui nous amène dans comment on applique ces biocides-là. Le biocide oxydant, typiquement, puis on parle de chlore et de brome, bien, on va l'appliquer normalement en continu et avec un contrôle. C'est-à-dire qu'on a un appareil de mesure, typiquement l'ORP, qui va mesurer la concentration résiduelle dans le système et qui va ajuster le dosage en conséquence. Donc, c'est vraiment, ça prend des analyses continues automatiques ou sinon, ça prendrait des analyses continuelles ou en tout cas très, très répétitives manuellement. Pas tellement pratique.
L'autre moyen d'utilisation du chlore ou des oxydants en général, c'est par ce qu'on appelle du discontinu, c'est-à-dire qu'on va faire un dosage, on monte la concentration et on la laisse descendre jusqu'à son point mort et on recommence. Mais tout ça, ça ne se fait pas comme on fait avec les organiques, c'est-à-dire c'est pas une fois par jour ou une fois par 2-3 jours. C'est réellement continu, c'est plusieurs fois par jour. Donc, vous pouvez comprendre qu'au point de vue application, au point de vue contrôle, c'est assez difficile à réaliser. Ça prend énormément ou d'équipement ou de mesures manuelles. Donc, on a couvert la première catégorie, qui sont les biocides oxydants, chlore et brome. Allons-y maintenant avec les non-oxydants, qu'on appelle généralement les organiques. Donc, le mode d'action est complètement différent. Et là, ici, je réfère beaucoup à l'antibiotique, ce que j'expliquais un peu plus tôt dans la présentation. Donc, c'est l'empoisonnement. On met des produits qui vont empêcher les micro-organismes de se produire ou de se reproduire ou de se nourrir ou de respirer normalement, donc qui va finir par les tuer. Particularité, c'est que l'activité est très sélective. Donc, les biocides peuvent attaquer certaines espèces ou certains types de bactéries, mais pas l'ensemble des bactéries. Ce qui peut créer ce que j'appellerais des niches, c'est-à-dire que si je tue une partie de la population, l'autre partie qui n'a pas été affectée peut proliférer, ce qui amène une contrainte. L'action est aussi beaucoup plus lente. Le biocide oxydant, comme le chlore, le brome, agit très rapidement. Un organique va agir sur des heures et non pas sur quelques minutes. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a une rémanence, okay? C'est-à-dire que le produit reste là beaucoup plus longtemps, l'action est beaucoup plus longue. Par contre, ce n'est pas instantané. On va parler également ça prend 2 biocides quand on fait ce genre d'application-là, un peu à cause de la sélectivité, parce que si je mets toujours le même poison, okay, certaines bactéries vont s'acclimater et là, ça peut devenir problématique. Donc, les facteurs d'efficacité, c'est directement relié au dosage. On va y revenir tout de suite après. Le dosage, le temps de contact. Le choix du moment d'injection est important parce qu'il faut essayer de maintenir une concentration le plus longtemps possible. Donc, il faut éviter d'avoir des purges pendant cette période-là, d'éviter d'avoir une déconcentration. La molécule active aussi va se désactiver avec le temps. Donc, c'est une chose à considérer. Puis, il faut développer, je l'ai mentionné tantôt, la résistance de certains micro-organismes. Je reviens encore aux antibiotiques chez l'être humain. On prend un antibiotique. Si on ne prend pas la dose qui est prescrite, après un certain temps, le virus ou les bactéries vont s'acclimater et celles qui auront résisté vont développer justement cette résistance-là à long terme. Et à ce moment-là, le biocide ou l'antibiotique devient tout à fait inefficace. Et ce qui est quand même curieux, une question, Josée? Oui, une question. On me demande comment fonctionne une sonde ORP? Une sonde ORP, c'est comme un analyseur de chlore, mais c'est une sonde qui est installée en ligne dans l'équipement et qui va mesurer ce qu'on appelle le potentiel d'oxydoréduction, donc la capacité d'oxyder les différents éléments. Donc, c'est comme ça que la sonde fonctionne. Ça en est dans l'aspect plus technique, là, mais ça mesure vraiment le potentiel d'oxydoréduction, donc le potentiel d'oxydation des éléments qui sont dans l'eau. Alors, ce que je voulais mentionner à la toute fin, c'est le facteur que, quand on parle de résistance, les bactéries, parce que, la durée de vie d'une bactérie, c'est quand même limité, mais il faut penser que les bactéries qui ont développé une résistance vont donner cette génétique-là, va donner cette reconnaissance-là à ces rejetons, entre guillemets, et même la communication peut se faire entre espèces. Donc, le développement des résistances est critique et c'est à éviter parce que ça peut nous poser des problèmes de non-efficacité des biocides à long terme. Donc, l'efficacité, ça dépend beaucoup du temps de contact et de la concentration. Il faut respecter tout ça pendant qu'on l'applique. Et ça dépend aussi de la nature des micro-organismes. Certains biocides ne seront absolument pas efficaces sur certains micro-organismes. Mais ce qu'il faut penser principalement, c'est que si je donne un sous-dosage aux biocides organiques, comme on peut voir sur le graphique, le sous-dosage fait que le biocide est totalement inefficace. Si vous avez 50 de la dose létale, entre guillemets, vous n'avez pas 50 d'efficacité. Vous n'avez pas d'efficacité. Donc, il faut vraiment se rendre à cette zone létale-là où on va parvenir à tuer les bactéries. Si on va plus loin,
bien, c'est une dépense inutile. Donc, c'est critique ou c'est important, je pense, d'arriver à ce point optimal-là, OK, du dosage de biocides. Donc, comment on arrive à ça? Bien, il faut évaluer le dosage requis en fonction de la contenance du réseau, mais également en fonction du taux de purge. Okay? Parce qu'il faut penser, puis je vais vous mettre un petit graphique ici sur le côté, il faut penser que quand vous dosez le produit okay, à une certaine concentration, ici on parle, bon, disons 100 ppm, vous dosez à 100 ppm dans le réseau, ça ne veut pas dire que 2-3 heures après, vous avez encore 100 ppm, parce qu'il y a eu une déconcentration qui s'est faite à cause des purges. Dans notre calcul, ou dans le calcul qu'on doit faire pour établir c'est quoi le dosage optimal, il faut tenir compte de cette déconcentration-là, comme on peut voir sur le graphique, et donner un dosage qui va être supérieur aux 100 ppm, si c'est 100 ppm que j'ai besoin comme dosage létal, pour être sûr qu'après le temps de contact requis, j'ai encore cette dose létale-là. Donc, il faut que je tienne compte de la contenance, du taux de purge, la concentration qui est requise et surtout du temps de contact qui est requis. Donc, c'est pour ça que souvent, on va recommander de doser le biocide organique ou d'injecter le biocide organique alors que vous êtes en période de très basse charge. Donc, souvent, ça va être soit très tôt le matin ou tard en fin de journée, jamais dans la pointe de charge thermique parce que c'est là où vous allez avoir le plus de purge du réseau. Donc, si on fait le tour un peu des principaux biocides organiques qui sont utilisés, j'ai ici une liste là, de 5 biocides qui sont les plus communs sur le marché, donc des BNPA, du taraldéhyde, isothiazolin, carbamate et ammonium quaternaire. Le DBNPA, bon, le tableau, ce qu'il vous dit, en réalité, je ne passerai pas à chacun des items, mais le tableau vous dit dans quelle zone de pH le produit va être efficace, donc moindre dégradation, c'est quoi la concentration qui est requise et c'est quoi le temps de contact qui est requis. Donc, si je prends le premier comme exemple, le DBNPA, DBNPA va être efficace jusqu'à un pH autour de 8,5. Tantôt, on disait 8,8. C'est sûr qu'il faut s'attendre à ce qu'à 8,2, vous avez une dégradation qui est un peu plus rapide. La concentration requise, 35 à 50 ppm, mais là, ça dépend de la puissance de la formule au départ. Et finalement, temps de contact, 2 heures. Ça veut dire que l'action complète du produit ne sera pas complétée avant 2 heures. De là l'importance du fameux facteur de déconcentration par la purge. Il faut éviter d'arriver trop bas dans notre dosage. L'avantage du BNPA, comme vous pouvez le constater en comparant avec les autres produits, c'est qu'il agit rapidement. Pour un organique, c'est très, très rapide. Alors que si je prends l'isothiazolin, par exemple, qui est également très populaire, on parle d'un temps de contact de 6 heures. Alors, vous voyez un peu la contrainte que ça amène, c'est qu'il faut s'assurer que le dosage initial va être suffisant pour qu'après 6 heures, j'ai encore la concentration requise. C'est vraiment critique. Maintenant, je vous ai parlé plutôt de la... Oups, mon graphique est comme bizarre un peu. Ah, désolé. Donc, je vous ai parlé tantôt de sélectivité de produits. Sélectivité, ça veut dire que le produit va être efficace sur certains types de micro-organismes et peut-être moins sur d'autres. Donc, si je prends par exemple le DBNPA. DBNPA, comme vous pouvez voir, c'est les bactéries aérobiques qui sont typiques dans une tour de refroidissement, très efficaces. Très important, légionnelles, très efficace également. Par contre, quand je regarde son action sur les algues ou les champignons, ben, c'est minime. Donc, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement le meilleur produit si vous vous battez contre des algues dans une tour de refroidissement. À l'opposé, je vais aller au dernier, qui est l'ammonium quaternaire. Bien, quand on parle de légionnelle, ben, c'est à peu près nul. Okay? Par contre, au niveau des algues, c'est probablement le meilleur produit que vous avez. Donc, il y a une sélection qui doit être faite en fonction des besoins spécifiques de l'installation. Comme vous pouvez voir, les produits vont avoir une action différente selon la nature, leur nature et la nature des micro-organismes qu'on doit contrôler. Maintenant, comment on injecte ces produits-là? Là, le mode d'application est totalement différent. Le mode d'application de biocide organique, ce sont des chocs périodiques, OK? Et ça prend des concentrations élevées pendant un certain temps. Donc, il faut s'attendre, puisque c'est des chocs périodiques, puis quand je dis périodique, on parle de 2-3 additions par semaine. Donc, il y a une journée ou deux où il n'y aura pas de biocide ajouté au réseau. Je vous ai parlé de rémanence.
le produit peut durer un certain temps dans le réseau, donc son action peut être prolongée jusqu'à un certain point. Mais le principe d'utilisation de ces biocides-là, c'est qu'on baisse la population le plus bas possible et on la laisse revenir graduellement avant de recommencer le processus. C'est le principe d'utilisation des biocides organiques. Généralement, dans votre système d'injection, votre système de contrôle, vous avez un contrôleur avec un calendrier programmable et vous avez 2 pompes d'injection puisqu'on a 2 biocides organiques qui sont utilisés alternativement. Alors, ce qui nous amène aux biodispersants. Bon, les biodispersants, Josée, est-ce qu'on a eu quelques réponses sur notre sondage? Oui, c'est assez égal comme réponse. J'ai quelques oui, quelques non et un je ne sais pas. D'accord. Bon. Alors, c'est sûr qu'on va préconiser le oui, mais je vous explique le pourquoi et le comment. Dans un système, vous êtes probablement familier qu'on mesure la flore bactérienne. Donc, vous faites un test de bactéries dans le réseau pour vérifier ou vous assurer que la flore bactérienne est contrôlée et maintenue à un niveau acceptable. Dites-vous une chose, c'est que ce que vous mesurez dans l'eau, c'est la pointe de l'iceberg. Parce que la plupart des bactéries ne sont pas dans l'eau, elles sont plutôt sur les dépôts. Elles sont dans les biofilms, dans les dépôts de corrosion, les dépôts de tartre, etc. Donc, elles vont enrober, si vous voulez, on va peupler ou populer la surface métallique. Ce que vous mesurez, c'est une indication de ce qui s'échappe de ces surfaces-là. Donc, quand on parle de 10 000, 100 000, 1 million de bactéries dans l'eau, bien, vous multipliez par 100 ou 1000, okay, ce qu'il y a vraiment dans le réseau. Alors, le biofilm se produit parce que les bactéries sont capables d'émettre ce genre de limon-là. C'est un limon, en fait, c'est un résidu qui s'attache aux surfaces et ça devient un endroit où ils peuvent s'abriter, se multiplier à l'abri des biocides. Parce que la plupart des biocides, y compris les oxydants tels que le chlore et le brome, d'autant plus, ne sont pas capables de pénétrer le biofilm en question. Donc, il y a un développement qui va se faire, ce qui est d'autant plus important si on veut avoir l'efficacité de nos biocides, c'est d'éliminer cette couche-là, okay, qui se produit à l'intérieur de la tuyauterie. Quelques photos ici qui expriment ce qu'il en est. Vous avez une photo ici de biofilm, évidemment, au microscope. Vous voyez, c'est comme des cheveux. Donc, on peut s'entendre que ça va trapper tous les éléments qui sont en circulation dans l'eau. On a vu cette photo-là tantôt de biofilm. On peut parler de corrosion qui vont être produites par le biofilm. Un autre type de biofilm qui est filamenteux. Et puis finalement, bien, quand on parle de bactéries de fer, ça peut donner cet aspect-là. On avait une autre question, Josée? Oui, j'ai deux questions. Comment se fait le mélange et comment le biocide se disperse de façon homogène dans la tour? Bon, premièrement, si on parle de mélange, on n'a pas de solution à préparer. On s'entend que le biocide organique, ou même les oxydants, on les injecte purs tels quels. Okay? Donc, on ne fait jamais de dilution, on n'essaie pas de faire une solution. Maintenant, comment ils se mélangent dans le réseau? Bien là, c'est important d'avoir un point d'injection qui est pertinent, c'est-à-dire un endroit où il y a une circulation continue, une turbulence continue. Pour ce qui est du reste, bien, comment ça se mélange dans le réseau? Étant donné que l'eau circule quand même à une vitesse assez importante. Dans un réseau typique d'une tour de refroidissement, l'eau va faire le tour plusieurs fois par heure, okay? Vraiment plusieurs fois par heure. Donc, le mélange, on peut penser qu'il va être homogène après quelques minutes, après une quinzaine de minutes, on peut penser que le mélange est déjà rendu passablement homogène, ce qui permet une efficacité du biocide. Donc, je continue avec nos biodispersants. Alors, le mode d'utilisation qui est recommandé, parce qu'il y a plusieurs façons d'utiliser. Le biodispersant pourrait être utilisé d'une façon choc, OK, mais il faut penser que si vous utilisez le biodispersant d'une façon intermittente, vous laissez la colonie se bâtir sur la surface et quand vous l'appliquez, vous délogez ça. Donc, vous allez disperser une quantité phénoménale de bactéries. Et là, bien, je fais une petite parenthèse sur la légionnelle. Alors, on ne veut pas déloger une population importante de légionnelle instantanément parce que l'eau va devenir fortement contaminée. De là, la recommandation d'utiliser les biodispersants en continu. Et généralement, on va l'inclure dans la formule de traitement inhibiteur de corrosion pour s'assurer
qu'on empêche le biofilm de se bâtir plutôt que de le détruire d'une façon intermittente. Donc, je termine avec la sélection des biocides. Alors, le biocide oxydant, quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise pour des systèmes qui requièrent d'avoir une population de bactéries toujours à son minimum, pour des installations critiques où on veut en aucun cas avoir une population qui va fluctuer. C'est là où on nécessite un contrôle en ligne, donc l'analyseur ORP. Ça va être pour des systèmes qui sont exposés à des contaminations, puis ça va être lorsque des concentrations importantes de biocides sont à proscrire. Ce que je veux dire par là, les biocides organiques, qui peuvent être utilisés de façon choc, quand on met une concentration de 200-300 ppm, c'est très élevé. Et si vous rejetez l'eau dans l'environnement, donc il y a peut-être une problématique ou une conséquence ou une restriction sur la quantité de biocides qui peut être rejetée. À ne pas utiliser, c'est là où vous n'avez pas de contrôle automatique. En aucun cas, le chlore ou le brome devrait être utilisé d'une façon manuelle et par choc périodique. Ce n'est pas la bonne façon d'utiliser ça. Pour les systèmes également où le problème de corrosion est critique, parce qu'on sait que ce sont des produits qui sont très corrosifs, donc on veut éviter ça. Et aussi, question de compatibilité. Si vous ne pouvez pas avoir des produits inhibiteurs qui sont compatibles avec les oxydants, à ce moment-là, c'est à proscrire, évidemment. Pour ce qui est des biocides organiques, c'est à utiliser quand on a une application calendrier, et quand on veut maintenir un résiduel. Donc, pour les systèmes où on a une intermittence de circulation, ça peut être intéressant parce qu'il y a une rémanence, donc le produit va rester là un peu plus longtemps, donc son action va être plus persistante. Ça va être aussi utilisé pour faciliter l'application, manutention des produits, parce qu'on s'entend que les produits oxydants, ça demande un peu plus de sécurité du point de vue entreposage et manipulation. Par contre, il ne faut pas les utiliser quand on a un contrôle, quand on a besoin d'un contrôle résiduel en ligne, on ne peut pas utiliser ce type de technologie-là. Et quand le temps de vie ou de demi-vie du produit dans le système est très court ou très long. Je m'explique. Si je prends par exemple un condenseur évaporatif où vous devez faire l'ajout du biocide en plein milieu de la charge thermique, c'est-à-dire au pic de charge thermique, votre changement d'eau se fait plusieurs fois par heure. Donc, c'est certain que le biocide, vous ne parviendrez pas à maintenir la concentration requise d'un organique. Au même titre, si vous avez un système qui est extrêmement, une demi-vie, ou un temps de résidence extrêmement long, le biocide a le temps de se dégrader dans le système et à ce moment-là, va devenir plus la nourriture à bactéries qu'un biocide. Donc, c'est à éviter des situations comme celle-là. Alors, je passe rapidement. Je sais qu'on a excédé notre temps un peu. Alors, je termine avec la validation. Évidemment, la meilleure façon de vous assurer que vous avez le rendement de votre programme biocide, c'est par des analyses. Il y a des analyses qui sont faites sur place, ce qu'on appelle les milieux de culture, les biosticks. Il y a différents types qu'on peut utiliser. Donc, c'est un système ou c'est une mesure qui est semi-quantitative, qui vous donne un bon aperçu de ce qu'on a dans le réseau, mais qui, entre autres, ne donne pas le compte de légionnel. Il y a certaines analyses qui doivent être faites en laboratoire. Et là, on parle des analyses spécifiques, si on veut identifier certaines bactéries comme la SRB, par exemple, ou encore la légionnelle, ça se fait en laboratoire. Et également, dernier point, c'est qu'il faut penser qu'un biocide organique a peut-être été efficace hier, il ne sera peut-être pas efficace demain. Parce que le développement de résistance, ça se fait, ça se vit. Donc, la seule façon d'évaluer si le biocide est toujours efficace, vous avez des bonnes indications avec vos tests, mais également des tests en laboratoire peuvent déterminer est-ce que le biocide demeure efficace. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été patient. On a été un petit peu plus long que prévu. Alors, si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas à nous les envoyer. On est à un courriel de distance. Merci et au revoir.